La diabolisation de Jean-Luc Mélenchon continue. Alors, maintenant tenez-vous bien, c'est Alain Jakubowicz, le président de la LICRA qui le traite, de, Goebbels, qu'il compare à Goebbels, sur BFM TV. Les prophéties du graphique se réalisent, j'ai envie de dire. Alors, on va analyser tout ça avec Crise de Position Revue. On va pouvoir parler de tout ça. D'ailleurs, il y a eu un livre aussi qui est sorti là récemment qui s'appelle La Meute, où c'est pareil, où tous les rats qui ont quitté le navire témoignent contre Jean-Luc Mélenchon, qui serait un genre de croque-mitaine, de grand Manitou, de Staline 2.0 ou je sais pas trop quoi. Donc, on va pouvoir en parler. Comment ça va, Chris? Bah, ça va pas mal. J'ai envie de dire, va falloir peut-être qu'on trouve des bookmakers pour les prévisions du graphique. On s'embête à faire des Tipeee ou des voilà. Mais si on trouvait des books anglais pour pouvoir faire nos prévisions, peut-être qu'on pourrait faire des petits paris, des petits bets là-dessus pour pouvoir gagner de l'argent. Je sais pas ce que t'en penses, pas du, mais ce serait pas mal, hein. Il y a peut-être un truc à Carrément, faire, quoi. carrément, carrément, Donc carrément. la cote diabolisation, elle était pas très haute, mais elle a quand même démarré très très fort. Parce que franchement, euh, on a quand même annoncé la diabolisation. C'était quelle capsule avec le Le Pen inversé. Et, Ouais. et après, il y a eu toutes les campagnes, La Meute, dans l'IB, dans Le Monde, Jakubowicz, etc. C'est incroyable comment on a senti le coup venir. On voyait quand même, il y avait déjà des trucs. Mais là, on a passé un cap, quoi. Et si ça se trouve, du coup, c'est Garrido et Corbière qui, en tapant sur Mélenchon, vont faire gagner Mélenchon, tu vois. Là, c'est ça. Alors, on reste sur notre ligne. Tout ça fait partie du plan. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ne leur répétez pas, parce que vous savez ce que c'est, quand on connaît sa propre histoire, après, voilà. Donc tout ça fait partie du plan, mais laissez-les faire, laissez-les dérouler le plan. Ils ne sont que des particules sans conscience dans un plan machiavélique. Voilà. Allez, c'est parti, on se regarde ce petit extrait sur BFM TV. C'est Manuel Bompard qui partage, qui dit sur BFM, on compare maintenant Jean-Luc Mélenchon et Goebbels sans aucune contradiction de la meute médiatique. Jusqu'où iront-ils dans l'ignominie? On attend les excuses, les condamnations unanimes face à ces outrances infamantes. En 2022. Ça raconte l'histoire d'un mouvement fasciste. Hein. Mouvement fasciste. Évidemment. Enfin, je veux dire, honnêtement, toute proportion gardée, pour moi, je vois un parallèle, je sais que je vais me faire rentrer dedans, mais c'est pas grave, entre Mélenchon et Goebbels, le ministre de l'éducation du peuple et de la propagande. C'est vrai. Alors, c'est vraiment trop bizarre parce qu'en plus, moi, je vois pas le parallèle. Même, tu sais, même au niveau nazi, si tu les prends un nazi, je sais pas pourquoi il a pris le ministre de la propagande. Donc quoi Jean-Luc Mélenchon serait le ministre de la propagande, tu vois. Je comprends pas du tout le parallèle. Il est nul à J'ai chier. envie Déjà, de... il est honteux, mais en plus, il est nul à chier. Ouais, déjà, il est mauvais, tu vois. Soyons détachés, il est mauvais. Alors moi, je vais citer Goebbels pour pouvoir être dans le thème. Euh, Plus c'est gros et mieux ça passe. Alors c'est une phrase qu'on attribue à Goebbels qui serait peut-être de Édouard Bernays. Je sais pas si tu vois qui c'est Édouard Bernays, pas Si. du. Voilà. Le neveu de Freud, je crois que c'est ça, qui a été spécialiste des techniques de propagande. Voilà. Et il semblerait que cette phrase soit de Édouard Bernays et que Goebbels l'ait répétée. Donc plus c'est gros et mieux ça passe. Mais là, c'est exactement ça. Comme tu dis, ça n'a aucun sens en termes de comparaison. Tu vois, on pourrait se dire que voilà, si vous voulez comparer le ministre de la propagande et de communication, il aurait pu dire que c'était Chikirou, tu vois. Il aurait Oui, dû oui, oui. tu pourrais dire voilà, c'est C'est ça, ouais. Chikirou, c'est Il c'est aurait pu dire Goebbels, Staline, voilà, c'est tu vois, Mélenchon, parce tu qu'il vois. évince des gens dans son parti, je sais pas quoi, tu vois. J'aurais compris le parallèle, mais là, je comprends même pas le parallèle, quoi. Ouais, j'ai envie de dire même à Alain Jakubowicz, qu'est-ce que tu t'emmerdes à comparer Jean-Luc avec des subalternes? Pourquoi tu le compares pas directement à Hitler? C'est genre, ce qu'on en est aujourd'hui, pourquoi Alain, tu t'embêtes à essayer de trouver des comparaisons avec des seconds couteaux, des seconds nuits, des longs couteaux même. J'ai envie de dire, pourquoi tu t'embêtes? Compare directement Mélenchon à Hitler, comme ça c'est réglé. Enfin bon, là je rigole, mais c'est pour vous montrer à quel point on est dans le délire absolu. C'est-à-dire, on est à normalement 2 ans d'une présidentielle, 2 ans, et ils en sont déjà à comparer Mélenchon à Goebbels. Voilà. Et en plus, Goebbels qui est vraiment un nazi de chez nazi. Ouais. Vous voyez, c'est pas.
C'est vraiment le type qui est Oui, c'est mort. pas Doriot, c'est pas, tu sais, un gars genre où tu te Tu dis, vois, c'est bon, pas. Voilà, nazi c'est par une vraiment le gars dynamique, machin. qui est mort, qui s'est suicidé en même temps qu'Hitler, en butant les 5 enfants avec Martha Goebbels. Bah, tu vois, je veux dire, c'est vraiment le gars fidèle jusqu'au bout du nazisme. Donc, euh, et on est à 2 ans du truc, et là, tu te dis, c'est un délire. Moi, et je vais être honnête, je suis plus vieux que toi. Je ne me rappelle pas euh, qu'on ait traité Jean-Marie Le Pen à ce point-là. Qu'on ait traité Marine Le Pen à ce point-là. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, la LICRA, qui est quand même la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, qui a une histoire, tu vois, qui a une histoire. Avant, c'était la LICA, etc. Justement, progressiste par rapport à ça. Je ne me rappelle pas, les gens trouvez-le. Quand est-ce que Marine Le Pen, la dernière fois que la LICRA a comparé Marine Le Pen ou son père à Himmler ou à Göring ou je sais pas quel nazi, tu vois, quand est-ce que c'était la dernière fois? Parce que je n'ai aucun souvenir de ça. Euh, et là, ça commence à 2 ans de la présidentielle, donc faut voir à quel point Jean-Luc Mélenchon pose problème, et là on va peut-être analyser, pose problème à la gauche, une certaine gauche, c'est-à-dire une gauche favorable à l'ordre établi, et donc de fait pose problème à l'ordre établi, quoi, qui Ouais, valide ouais. cette certaine gauche qui a écrit et commandité la meute, quoi. Ouais. L'homme tout-puissant que le peuple doit suivre. Enfin, je veux dire, c'est fascinant et en même temps, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Alain Jakubowicz, avocat, président d'honneur de la LICRA, merci d'être venu à nous. Alors c'est vrai que eux, ils réagissent pas du tout, hein, les journalistes, ils viennent pas du tout modérer le propos. Mais en plus de ça, le mec te dit un homme tout puissant que le peuple doit suivre, alors que tu sais, c'est le seul gars qui est pour la 6ème République, qui est pour une constituante et tout, et t'as l'impression que le type, il veut abolir la séparation des pouvoirs et faire un peu comme Emmanuel Macron, tu vois. T'as l'impression que c'est ça le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même un peu fort de café. Non, mais c'est un truc de fou. Je dis déjà la comparaison, je sais pas d'où elle sort. Le gars, c'est quoi? Il est son propre ministre de la propagande. Bon, je sais pas, je comprends pas. Mais, 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 mais on voit bien, effectivement. Nous, je te dis, on avait écrit un article, enfin, on avait fait un entretien avec Stefano, le copain Stefano Palombarini, sur le fait que le prochain barrage républicain se ferait contre Mélenchon, contre la gauche, justement, radicale, de rupture, comme on dit, ce qui est le mieux. Voilà, avec un certain ordre établi, bah, on y est, quoi. Et là, on parle pas de Macron, quoi. On parle, en plus, tu vois, de la société civile qui, normalement, est là pour maintenir les cordons sanitaires, enfin, traditionnellement, contre l'extrême droite, contre le fascisme, contre les idées racistes, antisémites. Et ben là, elle est en train de mettre le cordon à Mélenchon. Et moi, j'aimerais savoir quel est l'avis d'Alain Jakubowicz sur Marine Le Pen ou sur Jordan Bardella. Est-ce qu'il pense que c'est euh, Himmler ou Idrich? Voilà. Bah, quand on a vu, tu sais, l'avis des gens comme les Clarksville, par exemple, qui étaient donc des militants quand même contre le nazisme historique, contre des chasseurs de nazis, contre l'antisémitisme. Quand on voit aujourd'hui leur avis, notamment Arnaud Klarsfeld et même le père d'ailleurs, je crois d'ailleurs, Ouais, ouais, même Serge Serge. Klarsfeld sur les Le Pen, les gars te disent qu'aujourd'hui, en gros, les Le Pen protègent les juifs et que le risque, c'est Jean-Luc Mélenchon, tu vois. Alors, je sais pas si la LICRA et si Alain Jakubowicz est sur la même ligne, mais c'est tout à fait possible que dans cette sphère-là, tu vois, on préfère Le Pen à Mélenchon, hein. Bah, il y a tout un récit en plus de, tu sais, faut pas être dupe, hein, cette accélération de la diabolisation, elle est aussi dupe pour, comment dire, avoir tenu et être radicaux sur la cause palestinienne. Et ça, c'est tout à l'honneur de l'AFI euh, sur la période. On est quand même devant un génocide live, quoi. C'est un génocide en 4K live qui est, qui est une ignominie euh, et, et avec personne ne pourra dire on savait pas. Tu vois, les génocides tels que le Rwanda
récemment, ou les génocides du peuple juif, la destruction du peuple juif en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était on savait pas, tu vois, ou on savait peu, ou peu de gens savaient, etc. Là, tout le monde sait, tout le monde voit, et pourtant, c'est normal. Donc, il faut forcément déclencher des monstres et des monstres et des monstres et des monstres de propagande pour pouvoir ne pas voir ce qu'on a sous les yeux, quoi. Et l'AFI, nous, on essaie d'y prendre notre part, d'autres organisations qui vont se faire dissoudre, justement pour ça, Urgence Palestine, d'autres médias, on peut les citer, Parole d'honneur, Agence France-Palestine, BDS, enfin, il y en a plein. Force à tous ceux-là qui ont tenu, montre ça, et comme la seule force politique qui relaie ça et qui tient là-dessus, c'est la France insoumise, ça c'est insupportable. Ça c'est insupportable. Et donc, il y a l'accusation très antisémite et là, Alain Jakubowicz fait ça, de dire, bah voilà, attaquer violemment la légitimité d'Israël à mener cette guerre génocidaire, c'est attaquer le peuple juif, donc c'est être antisémite, donc être antisémite, c'est être nazi, donc c'est être Goebbels, donc Mélenchon et Goebbels. On a un syllogisme parfait, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, du coup, face à ça, il y a Jean-Luc Mélenchon qui a décidé de porter plainte. Il a fait un tweet comme ça. Il a dit: Je porte plainte contre le président de la LICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, pour injure publique. En effet, sur la chaîne BFM TV, il m'a identifié à Joseph Goebbels, le criminel nazi. Il a également injurié notre mouvement politique, ses adhérents et ses électeurs en traitant les insoumis de nazis. Tout cela le jour d'anniversaire de la défaite de l'Allemagne hitlérienne. Compte tenu de ses responsabilités associatives et du jour, M. Alain Jakubowicz ne peut ignorer la portée et la signification très gravement injurieuse de ses propos sur un tel sujet. Depuis lors, la Société des journalistes de BFM et la direction de la chaîne ont condamné ses propos pour injurieux et diffamatoires. Sa mise en examen sera une invitation à la mesure dans la légitime polémique politique publique. C'est vrai qu'il fait pas ça souvent, alors qu'ils prennent quand même des sauts Non. de merde, hein, la fille, mais ça paraît quand même vachement justifié de le faire aujourd'hui. D'ailleurs, je vois qu'Alain Jakubowicz a répondu, je ne l'avais pas vu, il dit: Monsieur, vous annoncez Urbi et Orbi, c'est le jour, votre intention de déposer plainte contre moi. C'est votre droit et je le respecte. Ne vous glorifiez cependant pas par avance de la mise en examen car elle est mécanique en la matière et ne signifie donc rien. C'est à l'audience que les choses se passent. Cela dit, je note, non sans un certain sourire, votre invitation à la mesure dans la légitime polémique politique publique. Convenez que c'est assez cocasse de votre part, mais ce n'est pas pour me gosser, ni surtout pour rajouter à la polémique que je prends la liberté de vous écrire. Vous vous sentez offensé, soit. Je le suis également chaque jour par vos diatribes et celles de vos affidés. Nous pourrons en débattre devant la juridiction que vous saisirez. Cela se fera cependant dans le respect du code de la procédure pénale, de sorte que ce seront surtout nos avocats qui s'exprimeront pour nous. Je vous propose donc de nous en dispenser et d'avoir ce débat en face à face. Quoi? Le mec il propose un débat. Le mec c'est n'importe quoi, tu sais. Connais ça. Argument contre. Le mec t'insulte de Goebbels en big 4K sur BFM TV. Après, il dit ouais, petit débat et tout, alors que c'est pas un personnage politique de grande ampleur. Alain Jakubowicz, tout le monde s'en tape de ce mec. Enfin, Bah, Déjà, quand un grand avocat, parce qu'il est considéré comme ça, te dit ce serait bien qu'on n'aille pas au procès, mais qu'on discute à la télé, déjà, tu te dis, bon, il est pas ultra à l'aise. Tu vois, c'est vraiment, tu sens le gars qui te dit, bon, voilà, il n'est pas très serein sur l'issue du procès, quoi. Ça, c'est déjà un aveu, quoi. ouais. Argument contre argument, sous la forme que vous proposerez, puis puisque vous considérez l'offensé. J'ai la faiblesse de penser que cet échange direct, dans le respect mutuel, sera plus productif. Il va de soi Oui. que si vous préférez la procédure, je ne m'en déroulerai pas. Vous savez où me joindre. C'est genre dans le respect mutuel, alors que le mec l'a traité de Goebbels la veille. Tu sais. C'est ça. C'est le gars, il te dit, je te traite de nazi. Tu veux porter plainte pour injure publique. Alors déjà, bon, t'es le gars qui commence à remettre en question. Ah bon, alors, nazi, maintenant, c'est une insulte. Tu vois, le mec, il est patron de la LICRA, il te dit, ah bon, alors du coup, bah, si nazi, c'est une insulte, voilà, on peut plus rien dire. Bon, déjà. Et ensuite, il te dit,
Et ensuite, il te dit non, mais en vrai, allons, si on pouvait éviter le procès et puis se voir sur BFM et puis on règle ça tranquille. Bon, bah là, tu vois, normalement, t'es Jean-Luc Mélenchon, tu dis on va y aller au procès. Je pense qu'il va y avoir qu'à se baisser pour ramasser le chèque. Au-delà de la blague, parce que enfin, vraiment, ces gens sont des pleutres. Hein. Voilà. C'est des gens qui. Vous voyez, les gens qui balancent des invectives et puis après, qui ne veulent pas de l'affrontement qu'on leur propose, oui, qui proposent d'autres formes d'affrontement périphériques, oui, c'est toujours des pleutres. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'autre insulte. Mélenchon dit bah ok, on se retrouve là au tribunal, etc. Ah non, mais en fait, je vais faire autre chose, machin. Voilà, ça c'est la technique de pleutre. Et, et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas souvent, comme on disait, c'est pas l'habitude du mouvement insoumis d'attaquer. Une fois, Emmanuel Bompard l'a expliqué en disant que ça coûte du temps militant, ça coûte de l'argent. C'est pas toujours aussi à l'avantage des défenseurs. Il faut comprendre aussi les mécanismes judiciaires. C'est-à-dire que quand on vous insulte de nazi et que y a un procès, vous allez mettre en branle une machine médiatique qui va parler de ça, reparler de ça, reparler de ça. Et comme beaucoup de gens voient le truc de manière superficielle, ils vont se dire, ils vont garder qu'une seule forme d'information, tu vois ce que je veux dire? Pas Hmm. il y a machin qui est là parce qu'il a été traité de nazi. Même si à la fin, le procès, on sait que le procès va toujours prendre plus d'espace. Les propos vont toujours prendre plus d'espace, le procès, que la décision du procès. Donc, la FI, qui sont des fins politiciens, ils savent que c'est toujours un peu compliqué de faire ça, de jouer contre la justice. On connaît les techniques de lawfare, etc. Donc, ils ne le font pas. Pour moi, à juste titre, il faut toujours voilà, laisser les pipelettes brailler, quoi. Voilà. Et les baveux baver, hein, pour parler de Jakubowicz. Mais à un moment donné, ça va trop loin. Voilà. À un moment donné, ça va trop loin. Là, on est sur un plateau de grande écoute quand même, BFM. C'est aussi de mettre aussi les journalistes devant la responsabilité. On a quand même le patron de la LICRA. Voilà. On n'a pas les petits sbires du FN ou les petits éditorialistes de CNews ou Raphaël Enthoven, quoi. Voilà. Donc on a vraiment quelqu'un d'important dans la société civile qui normalement doit être du côté de l'antiracisme et de la lutte contre l'antisémitisme. Donc il a eu raison de le faire. Il a eu raison de le faire parce que à un moment donné, il faut savoir marquer la ligne rouge. Et là, je pense que Jakubowicz, la ligne rouge, elle était largement franchie. Mais vous voyez les sauts de merde que va prendre Mélenchon. Et si, attention, hein, si ses ennemis de toujours, comme les gens qui sont défenseurs de la politique génocidaire d'Israël ou les gens de droite et d'extrême droite, font de la surenchère aujourd'hui, c'est aussi parce que la gauche, une certaine gauche, a ouvert la boîte de Pandore. Le livre La Meute, là, qui vient de sortir, ça veut dire que on peut se lâcher déjà dans le camp de Mélenchon, c'est-à-dire la droite du NFP, hein, la droite de la gauche, voilà, ou la gauche de droite, comme on peut l'appeler. Voilà. Si eux commencent à tabasser, bah, effectivement, les crevards, les charognards de l'extrême droite seront toujours là pour mettre un petit coup de pied de manière cachée, voilà, pour s'amuser. Ça, on l'a vu, hein, on le sait. Quand on s'engueule des fois entre nous, il y a toujours les charognards de l'extrême droite qui viennent faire leur petit buzz dessus. Normalement, l'intelligence politique, c'est de ne pas surenchérir sur les gens d'extrême droite. On a vu ces derniers temps que des gens manquaient de morale, on le savait, mais il manquait aussi d'intelligence politique à relayer l'extrême droite qui s'amuse des problèmes à gauche, quoi. Ouais, ouais, ouais. Moi, je voulais, par rapport à ça, tu as justement cité le mot. Je voulais parler un petit peu de cet article sur le lawfare. On le voit pas très bien, je vais le mettre un petit peu mieux. Donc, c'est cet article que je voulais vous parler sur l'insoumission. Insoumission qui avait sorti un article super bien en 2024 sur le lawfare en Espagne et en France, même méthode, même cible. En gros, c'est donc le lawfare, pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de méthode.
semi, Lawfare, c'est la guerre juridique. semi-mafieux. C'est pas vraiment mafieux, mais en gros, ouais, c'est de la guerre informationnelle, mais avec aussi des juges, du harcèlement médiatique, juridico-médiatique, avec aussi le rôle de la police. C'est un truc. On est presque plus vraiment dans l'état de droit, je trouve, avec le Lawfare, mais encore un peu, quoi. C'est quand on n'est C'est pas encore dans le fascisme, mais on n'est plus dans la démocratie libérale classique, quoi. c'est de la guerre juridique. C'est-à-dire, d'utiliser la loi, mais non plus pour régler des problèmes. Normalement, c'est son utilisation, mais pour en poser. Voilà. Oui, mais il y a pas que Et ça dans la notion, il y a aussi la notion de médias, parce que dans le cas oui, bien d'Iglesias, sûr. par exemple, t'avais, en fait, c'était vraiment genre, t'avais un procureur véreux qui disait, t'avais par exemple, non, t'avais un flic véreux qui disait, ben, Iglesias, donc le leader de Podemos, le mouvement un peu équivalent de la France Insoumise en Espagne, qui avait vraiment monté au milieu des années 2010. Donc t'as un flic qui dit, ben ouais, mais Iglesias, en fait, on pense qu'il a un compte aux îles Caïmans, par exemple. T'as un procureur véreux qui ouvre une enquête alors qu'il n'y a aucune preuve. Mhm. Et ils font traîner l'affaire pendant 3 ans avec plein de médias qui en parlent tout le temps en disant ah, les comptes aux îles Caïmans, machin, qui titrent dessus. Et en fait, ils font ça sur plein d'affaires. À un moment donné, ils ont dit qu'ils retiraient, je sais plus, genre 600 ou 800 balles en liquide tous les jours à un distributeur, ce qui était tout à fait faux. Enfin, ils ont fait ça avec tout et n'importe quoi pour essayer de casser Podemos. Et c'est vrai que des fois, on peut se demander à quel point c'est pas ce qui est en train de se passer aussi avec la France Insoumise. Alors peut-être moins le côté flics véreux ou je sais pas quoi, même si à un moment donné, quand ils ont eu leur PC là, qui ont été Ouais, bien saisis sûr. pour une histoire un peu what the fuck, c'était quand même assez bizarre, quoi. La fois où il avait dit la République c'est moi, là, vous vous en souvenez Ouais, sûrement. Il y avait eu tous les locaux de la France Insoumise qui avaient été qui avait été fouillés et saisis. fouillé, etc. Voilà. Mais il y a ce côté aussi, la presse qui embraye. Et dans cet article aussi, vous avez le rôle de la presse progressiste. Et ça, c'est très intéressant. C'est pour ça que je vous invite à aller lire cet article. Donc, une presse progressiste qui sciemment, en fait, va inviter des acteurs proches de Podemos ou de Podemos lui-même. Et en fait, du coup, va réussir à récupérer comme viewer, quoi, comme téléspectateur, des gens qui votent Podemos, qui sont pour Podemos, pour pouvoir mieux le casser après coup, en fait, et taper dessus, quoi. C'est un peu comme si vous aviez, je sais pas, quel média, parlant bien de la FI, il n'y en a pas tellement, mais vous voyez, vous avez, par exemple, le Média TV, comme si le Média TV, voilà, recevait des gens de la FI, machin, et tout était bien vu de la FI, et puis d'un coup se mettait à taper dessus en relayant des campagnes de diffamation et des campagnes de harcèlement judiciaire qui sont faux contre Jean-Luc Mélenchon, quoi. Et ça s'est passé en Espagne et c'est documenté. Donc je vous invite à aller lire cet article-là. Je vous le mets en lien, qui s'appelle Le Lawfare en Espagne et en France, même méthode, même cible. Ouais, ça a été ça. On peut parler de Lula, etc. Enfin, ça a été quelque chose d'intéressant. Il y a Oui, en eu. Amérique du Sud aussi, ouais. Ouais. Bah, Lula, Correa. En fait, il y a eu une pétition, je crois, je sais plus, en 2020, non, peut-être 2019. Ouais, avant le Covid, je crois. Qui s'appelait Stop Lawfare. Où justement les militants de la France Insoumise, de Podemos, Rafael Correa, Lula, etc., enfin des gens très importants de la gauche mondiale, avaient justement signé ça. Parce que c'était vraiment, comme tu dis, c'est une étape après justement la guerre médiatique, parce que c'est un moyen d'empêcher, euh, une fois que la guerre médiatique s'embraye, c'est un moyen aussi de traîner devant les tribunaux des opposants politiques pour des trucs complètement véreux, mais on sait que la machine judiciaire étant, on vient de le dire précédemment, longue, pénible, permet aussi, comme tu l'as dit, aussi de réalimenter la presse derrière. C'est ce qu'on disait Mais tout bien à l'heure. sûr, c'est un Tu vois, traquenard de fou, hein. c'est un traquenard, c'est-à-dire vous balancez machin un compte aux îles Caïmans, euh, un juge va s'en saisir, ou voilà, vous allez rentrer dans un procès. Du coup, ça va permettre à la presse de continuer de marteler là-dessus. Alors que s'il n'y avait pas procès, on verrait que si elle répète un truc sans procès, sans rien, sans preuve, etc., c'est juste de la guerre médiatique. Mais là, maintenant qu'il y a un procès, ça donne de la légitimité pour accentuer ça. Et du coup, on fait rentrer les adversaires politiques dans un cercle vicieux de
se défendre des médias, aller se défendre dans les juridictions, se redéfendre dans les médias, etc. Et donc, on les enferme dans cette guerre juridique, dans ce lawfare, voilà, pour justement empêcher leur rôle politique, les amenuiser, etc. C'est pour ça que les insoumis, qui sont bien formés là-dessus, on disait précédemment, font très très gaffe à ne pas tomber dans le piège du lawfare. C'est-à-dire à ne pas tomber dans le piège de on m'attaque, donc on m'attaque médiatiquement, donc je vais devant les tribunaux. Voilà. C'est des stratégies qu'il faut faire finement. Là, Mélenchon l'a fait avec Jakubowicz, je pense qu'il a raison. Mais vous verrez, ce ne sera pas quelque chose qui sera systématique. Parce que ce serait tomber dans le piège. Il faut Parce le qu'il y a des faire gens, des avec. fois, qui disent ça, oui, ils devraient attaquer systématiquement, Voilà. machin et tout. Bah non, quoi. Non, justement. C'est exactement ce à quoi on va dire les instruments. Moi, j'ai pas de problème à parler de système. Enfin, j'aime pas trop le mot, mais comment dire, d'ordre établi, quoi. Voilà. L'ordre établi a ses ramifications dans les médias, dans les juridictions, dans l'État, voilà, dans l'appareil d'État, voilà. Auquel tu sers. Et Hein. c'est exact. Ça parle d'appareil d'État. C'est vrai. Je vais parler de capitalisme monopoliste d'État pour faire chier Althusser. Mais tu te rappelles que tu sais que Althusser avait dit que c'était le concept le plus con de tous les temps pour faire chier Bocara. Mais bref, donc oui, donc en fait tout ça c'est des voilà c'est des dispositions de l'ordre établi qui des fois marchent de manière autonome et séparée, mais dans des moments de crise, quand les opposants politiques deviennent et importants et radicaux, eh ben elles s'enclenchent et elles se coordonnent. Voilà. Et donc, ce que tente de faire la FI, c'est d'éviter qu'elle se coordonne. Si vous avez les médias qui commencent à tabasser et que ensuite vous commencez à traiter ça par le juridique, vous allez potentiellement rentrer dans un processus de lawfare. Voilà. Parce que vous allez synchroniser Les médias juridiques, ouais. l'appareil, le média et le juridique. Voilà. C'est Et donc, il faut intéressant parce que éviter de si tomber tu dans ce piège. veux, c'est là on voit toute la farce un peu libérale qu'on a eue, qui s'est mise en place, néolibérale et tout. C'est que toute l'idéologie néolibérale s'est construite aussi pendant la guerre froide contre l'instrumentalisation des procès de Moscou, de machin, tu vois, des procès politiques et au moins nous en Europe et en Occident, on a la liberté de parler, la liberté de machin et tout. Et on voit très bien qu'en période de crise, les dynamiques des dites démocraties libérales deviennent des dynamiques tout à fait autoritaires et que tout le blabla sur l'autoritarisme soviétique, machin, en fait, il était bidon parce qu'aujourd'hui, ils font exactement des trucs similaires à des procès pipés que tu pouvais avoir à un autre moment. Alors, je dis ça en Occident, nous encore, on était relativement clean sur ça jusqu'à il n'y a pas si longtemps, alors qu'en Amérique du Sud, par exemple, ça fait des décennies et des décennies que c'est le cas, que les opposants politiques se font soit putcher, soit enfermer, quoi. Bah, clairement, euh, c'est vraiment, comme tu dis, la farce de nos politiques libérales qui ne sont libérales que quand, on va dire, leur système fonctionne. Quand ils sont incapables de faire fonctionner leur système, ils jettent comment dire, leur, euh, leur libéralisme aux orties. Euh, Il y a les très bons livres là-dessus que vous pouvez lire ça, c'est La société ingouvernable de Chamaillou. On en a déjà parlé, mais une généalogie du libéralisme autoritaire. Vous avez des excellents textes à l'intérieur de Grégoire Chamaillou qui montrent bien les phrases de Hayek, notamment, qui explique que les libertés, c'est très bien, mais qu'à un moment donné, s'il faut une dictature pour pouvoir garantir la propriété privée, c'est nécessaire si elle est mise en danger. Donc ça, c'est des textes que les néolibéraux, Hayek, Friedman le partagent, et on l'a vu quand ils sont allés au Chili, savent très bien. Ils savent très bien que la propriété privée bourgeoise est en danger dans les périodes critiques, dans les périodes de crise du mode de production, et ils savent très bien que
les libertés publiques, l'état de droit ne sont jamais une position de principe, mais une position de tolérance. C'est-à-dire qu'on les balance très vite quand elles ne défendent plus la propriété privée. Vous voyez? Donc le marché, les libertés publiques, l'état de droit sera balancé très vite par-dessus bord quand la première des libertés de nos amis libéraux bourgeois sera remise en question, c'est la propriété privée. Voilà. Là, effectivement, celle-là, c'est la dernière qu'ils défendent jusqu'à la mort et ils sont prêts à tout pour la défendre, prêts à balancer le système juridique, l'état de droit, les droits humains, l'égalité des droits humains, donc devenir les pires racistes, eugénistes, fascistes, voilà, pour défendre la sacro-sainte propriété privée. Donc vous voyez, vous êtes face à ça. Aujourd'hui, C'est comme même vous le savez, l'histoire un peu des luttes de classe en France, hein. Tu prends la Commune de Paris, c'est quand même l'histoire de la bourgeoisie française qui choisit, alors qu'elle se disait nationale machin, de pactiser avec l'ennemi pour sauver la propriété privée par peur des rouges, tu vois, hein. exactement. C'est-à-dire que même la bourgeoisie française très nationaliste avant la guerre contre les Prussiens en 1870, oui, dès qu'elle a vu Bismarck arriver à ses frontières, elle a dit oui, oui, prenez tout, prenez les canons, prenez Paris, mais laissez-nous nos biens. Mais nous sommes des gens de bien, laissez-nous nos biens. Mais tout ça, ils le balancent. À la fin, ils peuvent changer d'uniforme, changer de langue, changer de là, tant qu'ils gardent la propriété privée. C'est là où, justement, euh, on comprend bien que, comment dire, vous voyez, les structurations mentales de classe et les projections sont bien plus fortes pour expliquer l'histoire et les phénomènes. Bah, vous voyez, un bourgeois, à la fin, vous pouvez lui mettre en période standard des affects nationaux, des affects culturels, des affects historiques, bon, ce que vous voulez. Mais à la fin, tout ça va disparaître tant que demain, il peut garder ses biens. Vous voyez, il peut se transformer nationalement en langue. C'est ça la collaboration, hein. Et la Mm. collaboration, c'est des. Vous voyez, tout ça sera secondaire, tertiaire, va pouvoir disparaître en un claquement de doigts pour absolument faire une chose, faire en sorte que demain, il y a encore la caisse qui tourne. Vous voyez, donc, tout ça, c'est très rationnel. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Moi, je vous rappelle, il y avait Ludivine Bontini qui a fait un très bon trade la dernière fois sur justement ce que c'est les entreprises. Alors, je ne sais plus quel exemple elle avait pris. Je pense que c'est une Ford ou je ne sais plus. Mais qui savait, ou Chevrolet peut-être, qui savait rationnellement qu'ils allaient probablement tuer des gens en produisant tel ou tel produit, mais c'était un prix à payer par rapport à la rentabilité. Vous voyez, donc, les classes sociales organisées, et donc la bourgeoisie, défend sa propriété par-dessus tout, au-dessus tout et contre tout. Et là, bah oui, qu'est-ce que veut faire Mélenchon? Mais à une petite échelle, t'imagines, hein? C'est pas Lénine, hein, Mélenchon, hein. C'est pas le Mm. bolchevique. Il y a même pas de nationalisation dans le programme de la France Insoumise. Et vous avez vu comme ils sont sur les dents. Rien que l'idée même de payer plus d'impôts, ils sont sur les dents. Rien que cette idée-là. En parallèle d'une autre forme de géopolitique où, effectivement, on empêcherait certains pays de produire des génocides et d'étendre son suprémacisme au Moyen-Orient. Voilà. Tout ça est cohérent. Et c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon, qui ne transige pas sur ces sujets-là, devient l'ennemi public numéro un. On va boucler la boucle en disant, nous, ça nous va. On sait que c'est comme ça qu'il va être élu. Parce qu'on pense qu'il y a dans ce pays un profond rejet de ce système juridique, médiatique, politique, géopolitique, de masse, et que c'est un débouché politique qui doit être à la hauteur de cette colère et de ce rejet qui sera élu. Et je vais juste vous mettre un truc que j'avais aussi de côté, c'est Manuel Bompard, en fait,
qui, sur BFM TV, en fait, montre en plus que dans le livre de La Meute, il y a des trucs faux et la meuf qui a prononcé un truc du coup, enfin qui a dit que Jean-Luc Mélenchon lui avait dit: «Achète-toi un cerveau», qui en fait ne l'aurait pas dit, hein, selon Mélie Bompard, va dire qu'en fait, oui, mais c'est un détail et tout, qu'il y a pas de souci. Donc en plus de ça, il semblerait que ce soit un peu bidonné. On va regarder ça. De toute façon, Cette scène n'a jamais existé. Ah oui. Or, il se trouve, comme je vous l'ai dit en introduction de cette interview, que j'ai passé 2h30 d'entretien avec les journalistes de cet ouvrage. Et à aucun moment, ils m'ont posé une question pour savoir si cette scène avait existé ou pas. Je crois que les 2h30, c'est exagéré aussi. Que lui répondez-vous? Donc en gros, voilà, c'est une scène où Jean-Luc Mélenchon aurait dit à cette femme, je sais pas qui c'est. Tu vois qui c'est? c'est qui C'est Là, qui? c'est la journée. Attends, je vois pas. Tu peux mettre en. Bah, ça, c'est la journaliste qui a écrit La Meute. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Mm, Parce qu'elle connaissait, elle connaissait Jean-Luc Mélenchon, ce journaliste? Non, mais ce qu'elle raconte comme scène, c'est une scène entre Bompard et quelqu'un de la gauche, je crois. Non, c'est pas ça? Je sais pas, je sais pas. Après, dans le tweet, il est marqué Emmanuel Bompard arrivé sur BFM TV que Mélenchon ne lui a jamais dit la phrase achète-toi un cerveau. Donc si ça se trouve, c'est Ah oui, qu'elle elle a dit. c'est Ah oui, d'accord. Elle c'est a dit que Mélenchon qui a a dit ça à dit Bompard, tu vois. à Bompard, ouais. D'accord. Alors déjà, il faut redire, sur cette histoire de contradictoire, c'est faux. On a adressé avec Olivier des demandes répétées sur plusieurs semaines de contradictoires à la direction de la France Insoumise, à Jean-Luc Mélenchon, à Sophia Chikirou, à Manuel Bompard, qui pour le coup a été missionné pour nous répondre au nom du mouvement. Mais on a écrit à Quel chat Bompard quand même. Ouais. Quand ils veulent envoyer un gars, quand même, je pense qu'il y a un peu de sang-froid, qui peut passer 2h30 avec un journaliste sans trop dire de conneries, ils envoient Manu quand même, tu vois. Oui, mais ils ont raison, hein. T'en as pas 50 qui peuvent faire ça, hein. Alors, en vrai, c'est un putain de traquenard ce genre de truc. Mais c'est genre traquenard de fou. C'est genre, mais t'as des gens qui ont. Alors là, c'est des journalistes de seconde zone, hein. Là, c'est des. Donc je pense qu'il a pas trop transpiré non plus, hein. Il a fait pire, Manu, mais ça demande quand même toujours un petit peu de sang-froid, effectivement. tous les gens qui étaient mis en cause dans ce livre et ils n'ont pas voulu nous répondre. Sur les accusations de fiction, on l'a dit tout à l'heure, on est sur des détails sur l'histoire du vin rouge, je sais plus ce qu'on cite aussi, mais Cette scène n'a jamais existé. D'accord. Bon, c'est typique Euh, des journalistes de mettre de raconter des scènes, racontées par machin. Bon, on sait très bien d'où ça sort, les révélations internes à l'AFI, entre Mélenchon, potentiellement Bompard, potentiellement Vanier, voilà. On sait très bien de qui ça vient. Ça vient de Corbière, de Garrido, enfin voilà, de Simonet. Bah, c'est assez évident. Autain. Bah, Autain peut-être moins parce que c'est quand même c'est pas quelqu'un qui était très proche de Mélenchon. Pas quelqu'un Ouais. qui a été voilà. Autain, ça a quand même toujours été une espèce d'opportuniste en fait. Je veux dire. Autain, ce serait bien qu'elle écrive ses mémoires un jour. Ce serait l'histoire de tous les partis, vu qu'elle a fait à peu près tous les partis et tous les mouvements qui existent Elle a possibles fait et quoi? Elle a fait imaginables. NPA, FI, écologiste, elle finira au PS. Voilà, c'est le graphique qui le dit et elle Elle, a finira au fait- PS. elle était pas au NPA, elle était au PCF. Ah bon, elle était donc- pas NPA elle? Non, PCF. Elle a fait un petit parti pendant le Front de gauche qui s'appelait Ensemble. Après, elle a fait la FI. Enfin, elle va tout faire. Bah, vous voyez, c'est normal, hein, quand ton but c'est de jamais travailler, bah, il faut, tu vois, faut toujours trouver un moyen de trouver un petit poste, un petit mandat, quoi. Donc, C'est vrai, ça, hein. bah oui, c'est ça. Donc voilà, mais elle a toujours, c'est pas une vraie FI, tu vois. Alors que Ouais, oui. Corbière, Garrido, Simonet, ça a été à un moment donné des lieutenants de Mélenchon au parti de gauche, quoi. Ouais. Donc, Mais non, mais en plus de ça, mais toi, achète-toi un cerveau, mais c'est le mec, si ça fait 10 ans qu'il bosse avec Bompard et qu'un jour il a dit à Bompard ça, tout le monde s'en branle, tu vois. Genre, si ça se trouve, Bompard l'a insulté aussi. Je veux dire, quand tu passes 10 années avec quelqu'un non, et qu'un mais- jour tu lui dis, toi, achète-toi un cerveau parce qu'il a fait une erreur stratégique, quel est le Mais- souci, tu vois? Non, C'est pas un truc grave, tu vois. Mais c'est un truc qu'on pourrait se dire nous entre nous, tu vois. C'est-à-dire mais qu'à un bien moment sûr. donné, c'est un truc Tu qu'on fais une bah, connerie et tout, je te dis ça, je en m'en plus- fous, tu vois, c'est pas En grave. plus, surtout quand t'as en plus, c'est paradoxalement, surtout quand t'as l'amicalité. Bien sûr. Ouais.
c'est justement la proximité. Tu dis pas, Ah non, si tu dis ça à un stagiaire et tout que tu tu connais vois, pas, voilà. là, il y a un rapport de domination, c'est Voilà, malsain et exactement. tout, d'accord, tu vois, mais Tu vois, mais nous, par exemple, on pourrait se dire, mais putain, mais tu nous avais fait faire ça, putain, mais achète-toi un cerveau, pas du, là, t'as merdé, quoi. Mais justement, ça fait. bien Enfin, sûr. mais on avait fait le comparaison avec le foot. Bah, je veux dire, franchement, moi, jouer avec mes meilleurs potes au foot, mais vraiment en compète, des fois, tu dis, putain, mais achète-toi une frappe, quoi. Tu connais la phrase, tu vois, putain, mais achète-toi une frappe, quoi. Tu vois, genre, tu vois, les mecs, t'as ton pote, là, tu lui fais une putain de passe et il tape n'importe comment le ballon, tu dis mais achète-toi une frappe quoi. Bon, c'est vraiment ridicule. Tu vois, c'est ça l'écart, tu vois, qui est drôle. T'as achète-toi un cerveau qui est rien du tout, qui est un truc de base de tu t'engueules parce que t'as perdu une élection, j'en sais rien. Ouais. Euh, et donc ça devient tes Goebbels. Bah, t'as envie de dire, ouais, quand même, quoi. Tu sais, je veux dire, il y a quand même un truc un peu fou, quoi. Tu vois, Non, mais c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Bon, on va s'arrêter là, peut-être sur ce. Donner sur le Tipeee. On est passé en dessous des 2000 euros. Tenez, alors, Qu'on remonte au-dessus des 2000 euros, c'est le chiffre, voilà. clé. Non, Nous, mais vous donner pouvez sur le Tipeee donner. pour nous aider à structurer, pour nous aider à payer graphistes, monteurs, pour nous aider aussi à fonder cette fédération, parce que c'est du travail aussi, et on va avoir besoin aussi de sous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne Pas du PADU, à la chaîne de Zoé, Zoé-YT, à notre nouveau Twitter, Pas du Team, à Ouais, nos Twitter. Donc moi, c'est pas du le GOAT maintenant. J'ai changé de nom Twitter pour bien me différencier de Pas du Team, parce que sinon j'avais pas du stream, c'était un peu pareil. À Position Revue, allez voir les articles sur Position Revue et tout ça. Et sur ce, on et vous dit à plus. un dernier truc, à plus, mais tenez bon face à Mélenchon. Vous avez le beau ne pas l'aimer, trouver qu'il est pas assez de gauche, nous on l'a dit, etc. Mais c'est une digue. Si elle saute, eh ben vous verrez que ce sera encore plus compliqué d'être radicalement de gauche, quoi. Donc c'est pas une adhésion profonde, mais soutenez Mélenchon parce que ce qui lui arrive à lui sera une déferlante pour tous les gens qui même voudraient le prendre par sa gauche. Donc Ah bah, je l'ai dit soutenez ça, hein, j'ai tweeté soutenez là-dessus. Hein, Mélenchon. c'est derrière cette chasse à l'homme, il y a une chasse contre notre camp social. Hein, faut pas être Exactement. dupe. Hein. Voilà. Donc Quand on en est à même si vous reprocher êtes... à quelqu'un qui bosse avec quelqu'un depuis 15 ans, qui lui a dit une fois, toi achète-toi un cerveau, je veux dire, c'est vraiment qu'on fait les fonds de tiroir parce qu'on a peur du mec, tu vois. Ah, mais, ouais, c'est clair. Mais surtout que les journalistes, en fait, ils voudraient trouver le magasin où ça s'achète. C'est ça leur problème. Allez, allez.